Mes chers collègues, c'est grâce à un enseignement supérieur de haut niveau, accessible et attractif, que nous créerons les conditions d'une croissance durable, créatrice d'emplois. C'est grâce à une culture partagée que nous rendrons notre société plus humaine en renforçant le lien social et l'espérance d'un avenir meilleur. Et d'une certaine façon, à travers le présent projet de loi, nous parlons de l'avenir de la France. D'ailleurs, ce texte pouvait dessiner, avec la loi pour la refondation de l'école de la République et le projet de loi sur la formation tout au long de la vie en préparation, un projet que l'on pouvait supposer global et que l'on pouvait espérer cohérent. Incontestablement, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il y avait là les prémices d'une démarche prometteuse. Une loi sur l'enseignement supérieur et la recherche devait nécessairement et prioritairement porter cette ambition en visant la réussite de tous les étudiants dans toutes ses dimensions. Alors pourquoi ne pas lui faire le crédit d'amélioration possible du dispositif mis en place par la LRU, même si cela semblait un peu prématuré, 5 années seulement après son adoption, sa durée d'application par les universités étant plus brève encore. Encore, convenait-il de commencer par le commencement? Il fallait accompagner le projet de moyens. Or, vous avez d'emblée fait le choix de présenter une loi d'orientation sans aucune dimension de programmation. Et malgré le long cheminement de ce texte, sa nature initiale annonçait son indétermination finale. De fait, nous n'avons aujourd'hui pas plus qu'hier la moindre idée des moyens qui permettront, après avoir dit, de faire. Or, la situation financière de nombre d'universités méritait une attention toute particulière sur ce point déterminant. Et malgré le long cheminement de ce texte, il nous semble bien que rien de ce qui le caractérisait n'ait fondamentalement évolué, même si, à certains égards, il s'est enrichi et précisé. De quelques-unes des plus heureuses évolutions, mes collègues du groupe UDI-UC du Sénat ont été les inspirateurs. Et nous saluons tout spécialement la création d'un statut pour les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif, qui était pour nous un élément déterminant, la publicité de statistiques concernant les inscriptions étudiantes et leur insertion professionnelle, qui a été maintenue, l'élargissement à toute structure accueillant des stagiaires de l'interdiction d'occuper un poste permanent maintenu et mieux replacé dans le texte, l'élargissement de la priorité de valorisation des résultats de la recherche vers les PME, PMI et les ETI était, pour le groupe UDI-UC, une condition nécessaire pour permettre un meilleur développement de notre recherche et surtout pour sa valorisation, la nouvelle rédaction de l'article 38 définissant les coopérations et les regroupements d'établissements issus des travaux du Sénat. Cet article prévoit la possibilité de fusion et de création de communautés d'universités et d'établissements pour coordonner l'offre de formation et la stratégie de recherche. Il prend désormais en compte la possibilité de créer des structures confédérales entre établissements d'enseignement supérieur. Je pourrais citer par ailleurs l'article 27 qui permet désormais au président de l'université de présider le conseil académique. C'était une de nos demandes. Je pourrais aussi rappeler le long débat sur l'article 2 qui a heureusement abouti à ce que la langue française demeure la règle, l'enseignement en anglais l'exception strictement encadrée. À côté de cela, il y a des demi-mesures, une sorte de législation en crabe. Je prendrai l'exemple de la gratuité des classes préparatoires aux grandes écoles dans les lycées publics. L'idéologie égalitariste avait conduit l'Assemblée nationale à supprimer cette disposition. Puis le Sénat a décidé de remplacer cette suppression de la gratuité par un principe de double inscription de tous les élèves suivant une formation d'enseignement supérieur dans un lycée et à l'université. Et finalement, puisque les bacheliers professionnels qui intègrent les sections de techniciens supérieurs, les STS, sont majoritairement motivés par l'obtention d'une formation diplômante en 2 ans afin d'intégrer la vie active, la CMP n'a maintenu cette double inscription que pour les élèves des classes préparatoires. Et puis, il y a les fondamentaux de ce texte, demeurés inchangés, qui se caractérisent par un esprit de système
accouchant d'un système sans esprit. Nous parlons bien sûr de l'esprit de liberté, de l'esprit de souplesse, d'innovation qui nous semble constituer ici, peut-être plus encore que dans nombre d'autres domaines, l'alpha et l'oméga du progrès. À propos de la loi sur la refondation de l'école de la République, je vois le rapporteur devant moi, le ministre de l'Éducation nationale reprochait à certains parlementaires de raisonner davantage en termes de structure qu'en termes d'objectifs pédagogiques. Mais le présent projet de loi ne parle que d'instances, juxtapose des formations diverses comme on construit des châteaux de cartes, initie à grande échelle des fusions au risque de confusion et institutionnalise le méli-mélo au risque de l'imbroglio. Cela est resté globalement inchangé. Certes, le texte prévoit des efforts pour donner plus de densité à la mission de service public de l'enseignement supérieur, mais cela ressemble étrangement à un catalogue. La mission de l'enseignement supérieur est désormais constituée d'un patchwork de mots accumulés les uns aux autres, des mots qui sonnent bien, qui font plaisir, qui flattent même, mais qui bavardent. La diffusion des connaissances dans leur diversité, la lutte contre les discriminations, la réussite des étudiants, l'attraction des territoires à l'échelon local, régional, national, et j'en passe et des meilleurs. Derrière ce voile de slogans, il manque l'essentiel, il manque l'autonomie. On ressuscite des structures fermées au périmètre de plus en plus étendu et on nivelle une organisation plurielle. On accumule les contraintes institutionnelles et administratives en conduisant à la disparition de spécialités qui contribuent pourtant à l'attractivité de notre enseignement supérieur. La gouvernance des universités est en effet le gros morceau du projet de loi et ce sera son poids mort. Le conseil académique est pachydermique et malheureusement pas stratégique, bien au contraire, dans la mesure où l'on introduit là, assurément, des risques de concurrence avec le conseil d'administration. L'autre pièce du gros morceau, ce sont les dispositions relatives au regroupement des établissements, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée sont supprimés au bénéfice d'une structure de communauté scientifique qui s'applique à tout regroupement qui n'est pas une fusion. Après le mariage pour tous, nous voilà maintenant au mariage forcé. On ne voit pas bien à quel objectif répond la création de ces léviathans standardisés qui signent une approche administrative et étatique, non pas d'un État stratège, mais d'un État sénescent, sans substance inventive et créative. C'est une sorte de retour en arrière, tant du point de vue des politiques publiques en général que des grandes réformes universitaires. Il est vrai que certains assouplissements ont été introduits, notamment relatifs aux conditions de création et de gestion des regroupements des universités. Mais c'est une avancée insuffisante, d'autant que nous en sommes restés par ailleurs à une sorte de centralisme très peu démocratique. Le texte du projet de loi précise en effet que la politique territoriale de coordination est organisée par un seul établissement pour un territoire donné et ajoute que, sur la base du projet commun, un seul contrat est conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements regroupés. Que se passera-t-il si la communauté a un projet commun dont les stipulations spécifiques propres à chacun des établissements regroupés sont refusées par les intéressés? On parle aussi de coordination, tout en spécifiant que la communauté scientifique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, tout comme une université. On crée donc, en réalité, des super-universités dotées d'organes décisionnels qui se superposent à ceux des universités membres. Tout comme une université, une communauté est dotée d'un conseil d'administration et d'un conseil académique auquel s'ajoute un conseil des membres. Il existe cependant une différence capitale dans la composition du conseil d'administration. Outre des représentants des établissements et organismes de recherche, celui-ci comprend 30% de personnalités qualifiées et 40% de représentants élus au suffrage direct ou indirect, des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, des autres personnels, des étudiants. Ainsi, les élus ne sont pas majoritaires au conseil d'administration de la communauté, alors qu'ils le sont nettement dans les conseils d'administration des universités membres.
Comment faire coexister ces deux niveaux de conseil d'administration construits sur des principes aussi différents? C'est en tout cas un pari d'arriver à faire fonctionner ces deux étages sans blocage. La disparition des spécialités de master procède de la même logique. Elle aboutit à des conséquences tout aussi inquiétantes par l'anonymat des diplômes et par le nivellement par le bas. À terme, on risque de voir se développer pour les professions techniques comme celle du droit un enseignement supérieur privé à vocation étroitement professionnelle. Je termine, Madame la Présidente. L'enseignement numérique relève de la même logique d'uniformisation. Sur ce sujet, il faut de la cohérence, mais elle doit être placée au service de la diversité et de l'esprit de création et d'innovation. C'est dans cet esprit que le groupe UDI avait suggéré que l'agence de mutualisation des universités soit chargée de la mutualisation en logiciels libres des ressources logicielles entre les universités pour leur gestion, pour les dispositifs d'enseignement et pour les outils destinés à la recherche et de la mutualisation dans des formats ouverts des contenus numériques. En conclusion, la France, ce pays où les professeurs des universités sont encore nommés par décret du président de la République, s'engage à contre-courant de toutes les grandes organisations universitaires du monde. Au lieu de faire le choix de la souplesse des organisations, de l'excellence et de la diversité des enseignements, elle opte pour des rigidités empilées au prétexte d'une idée de l'égalité qui produira au final exactement l'inverse. Pour ces raisons, le groupe UDI votera donc contre ce texte. Je vous remercie.